BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h18, c'est Philippe Martin, président délégué du Conseil d'analyse économique. Mon invité, bonjour. Bonjour. La présidente étant la nouvelle première ministre. Et donc vous conseillez le gouvernement, vous l'éclairez. On a bien besoin parce que on est en plein brouillard. Franchement, avec la douche froide d'hier, avec les chiffres de l'INSEE, inflation en hausse, pouvoir d'achat des Français, ça y est, en baisse. Ils le ressentaient bien, les Français, leur pouvoir d'achat baisse. Et puis, évidemment, croissance négative au premier trimestre. Pas très gai quand même. Non, c'est pas très gai, c'est vrai, et on s'attendait quand même sur le pouvoir d'achat, hein, c'est assez logique, vu le taux d'inflation, les salaires qui augmentent moins rapidement que le taux d'inflation, mais c'est vrai que, alors il y a un effet par rapport à ce qui s'est passé au dernier trimestre de l'année précédente, puisqu'il y a eu le chèque inflation, etc., donc il y a un effet de base, et c'est très clair que l'augmentation des prix de l'énergie, de l'alimentation, etc., ont un gros impact sur le pouvoir d'achat. On va régler votre micro parce que ça grésille, mais effectivement, je vais redonner ces chiffres quand même qui sont tombés hier et qui étaient quand même très inquiétants, en tout cas qui a un peu l'effet d'une douche froide, c'est-à-dire en fait une inflation qui n'a jamais été aussi forte depuis 18 ans, un pouvoir d'achat moins 1,8, c'est ça, donc ça veut dire que le ressenti des Français, on n'arrêtait pas de leur dire, mais si votre pouvoir d'achat augmentait en 2021, etc., sauf que c'est vrai, ils avaient bien perçu que le pouvoir d'achat baissait, et puis en matière de croissance, l'INSEE nous avait dit, on est sans doute à 0% de croissance au premier trimestre. Ben non, on est à moins 0,2. Ça veut dire que si ça continue comme ça, on sera officiellement en récession si le trimestre prochain est négatif, ce qui n'est pas du tout exclu. Alors, Philippe Martin, comment ça se passe dans le reste de l'Europe? L'inflation est encore supérieure. Oui, elle est plus élevée, hein, puisqu'on est à 8% en zone euro et en gros à un peu plus de 5% en France. Ouais. Ça vient du fait tout ce qu'a fait le gouvernement, hein, en particulier sur la question du bouclier tarifaire. Avec notamment sur la limitation de l'augmentation du prix de l'électricité de 4%, et puis les 15 centimes aussi par litre de carburant. Chez eux, on a beaucoup de problèmes techniques, on doit gérer ça en même temps. Mais enfin, et puis voilà, effectivement, d'ailleurs, vous avez vu que Bruno Le Maire a indiqué ce matin dans le Figaro qu'on allait poursuivre toutes ces mesures pour, vous avez le fil qui défile, qui dépasse aussi. On va poursuivre donc les aides au pouvoir d'achat pour les Français au-delà de ce qui était prévu, au-delà de l'été. Est-ce qu'on a les moyens de faire tout ça ? Alors c'est vrai qu'on va très loin dans l'absorption budgétaire, si on veut, de ce pouvoir d'achat. Si on compte à peu près, c'est un choc qui est absorbé à peu près à 2 tiers par l'État et 1 tiers par les ménages. Donc pour le moment, il est fortement absorbé par l'État. On ne sait pas très bien ce qui se passe sur les entreprises. Vous parliez tout à l'heure des marges des entreprises. Elles sont plutôt un peu en baisse ce trimestre. C'est la première fois. Hein. Mais quand même, elles restent à un niveau relativement élevé. Donc, en fait, c'est plutôt les ménages et l'État qui absorbent ce choc. Je rappelle juste, en fait, ce choc, et il est très différent de la nature du choc aux États-Unis. En zone euro, c'est un chèque qu'on fait au reste du monde. Donc de toute façon, on s'appauvrit. Une autre manière de dire que notre pouvoir d'achat baisse, c'est que de toute façon, en gros, on fait un chèque de 30 milliards par an, en plus par rapport à ce que l'année dernière. C'est-à-dire vous parlez à la fois de la hausse du prix de l'énergie, de l'alimentation, et puis le paradoxe, c'est qu'on subventionne cette énergie avec ces 15 ou 18 centimes au litre de carburant, alors même qu'on doit, on le sait, aller vers une transition vers des énergies qui sont moins émettrices de carbone. On lisse le choc, c'est-à-dire que ce que fait le gouvernement, c'est d'essayer que pour les ménages en particulier, l'augmentation soit pas gigantesque comme elle l'est dans d'autres pays de la zone euro. Mais là où vous avez raison, c'est que si ce choc il est permanent, il y a un moment ou un autre, de toute façon, on ne pourra pas continuer en effet à faire ces baisses sur les prix qui sont financées par l'État. Mais on ne pourra pas s'en priver parce que Nicolas Dose nous le disait ce matin, on ne va pas du jour au lendemain dire aux Français on va augmenter le prix de l'essence de 18 centimes parce qu'on va arrêter la subvention. Le problème, c'est qu'une fois que vous mettez le doigt dans l'engrenage, comment vous désaccoutumez ensuite les Français au fait qu'il faut quand même rétablir le signal prix? Non, mais ce qu'il faut, c'est qu'en effet, et c'est ce qu'essaye de faire le gouvernement, c'est changer un certain nombre d'équipements. Ce qu'on voit, c'est que ce qui fait que c'est très difficile de réduire la consommation d'énergie, c'est très spécifique
spécifique à certains équipements. C'est évidemment les personnes qui doivent prendre leur voiture pour aller travailler tous les jours. C'est pendant l'hiver les chaudières au fioul. Donc c'est ça qu'il faut faire, c'est que pendant cette phase, alors on peut quand même espérer que les prix ne vont pas continuer à augmenter sur les prix de l'énergie. En revanche, ce qui est peu probable, c'est une baisse très forte des prix de l'énergie dans les mois qui viennent, sauf récession mondiale. Et sauf arrêt de la guerre en Ukraine. Donc il y a des scénarios où le prix du pétrole, les prix de l'énergie peuvent redescendre rapidement, mais ce n'est pas les scénarios les plus probables. En fait, dans tous les cas, c'est quand même inquiétant. C'est-à-dire, soit effectivement la croissance se maintient et donc les prix de l'énergie continuent d'augmenter parce qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, soit alors on rentre en récession. Alors, c'est pas non plus une bonne nouvelle. Et là, du coup, oui, les prix de l'énergie baissent, l'inflation est contenue, on a moins besoin d'augmenter les taux d'intérêt. Enfin bon, c'est entre la peste et le choléra que vous demandez de choisir là. Oui, alors on peut voir le verre à moitié plein aussi. C'est-à-dire que si de fait l'activité régresse, que ce soit... Alors, regardez, c'est aux États-Unis, en Europe, en Chine, dans les pays émergents. Donc c'est vrai que c'est ce que les Américains appellent le perfect storm, c'est-à-dire qu'on a des chocs un peu partout, qui sont de nature différente. Vraiment, en Europe, c'est énergie, aux États-Unis, c'est taux d'intérêt, dans les pays émergents, c'est les primes de risque, etc. Dans les pays en voie de développement, les pays pauvres, c'est les prix alimentaires, et en Chine, c'est les confinements. Et puis donc on a tout ça qui se met en même temps, et donc c'est vrai que le risque d'une récession mondiale augmente. Donc le scénario du pire n'est pas à exclure. Non, mais ce qui est vrai, c'est que si cette récession mondiale est plus forte que ce qu'on pourrait imaginer, c'est vrai que le seul petit point d'espoir, c'est qu'on se dit qu'à ce moment-là, les banques centrales auront moins besoin d'augmenter leur taux d'intérêt parce que les tensions inflationnistes vont baisser. Donc ce qu'on peut penser quand même, c'est que ce choc, il y a aussi un espoir de penser il va être temporaire, c'est-à-dire qu'il y a une très mauvaise phase à passer. En revanche, là où vous avez raison, c'est que les prix de l'énergie, ils vont peut-être cesser d'augmenter, mais on ne voit pas comment, et en particulier à cause de la transition énergétique, ils devraient diminuer. En fait, il ne faut pas qu'ils diminuent trop. C'est incroyable comme quoi, d'un jour à l'autre, la perception qu'on a sur le chemin que prend l'économie mondiale peut évoluer. En début de semaine, on était, c'est-à-dire hier, on était plutôt un peu plus optimiste parce qu'il y avait eu les bons chiffres de l'inflation aux États-Unis. On avait l'impression que le pic était passé et qu'on redevenait à des niveaux raisonnables, ce qui permettait, vous l'avez dit, aux banques centrales de se dire on va être un peu moins strict, on va un peu moins augmenter les taux d'intérêt. Et donc on pouvait espérer un atterrissage en douceur. Là, depuis hier, on se dit que est-ce qu'on surréagit pas? Est-ce que finalement les chiffres d'hier, c'est parce que nous aussi on est en train de passer le pic et que les choses vont se remettre dans l'ordre. C'est possible ça aussi, le scénario optimiste ou pas? Oui, je pense qu'on peut toujours avoir un scénario optimiste, mais c'est vrai que les chiffres d'hier, c'est pas un énorme changement. Enfin, quand même, le gros choc, c'est la guerre en Ukraine. C'est quand même ça qui en Europe a été le plus important. Donc, c'est une source d'incertitude politique sur laquelle finalement on a très peu de prise. Alors Philippe Martin, vous êtes donc rattaché au service du Premier ministre. Du coup, c'est quelles conséquences pour les politiques publiques, on l'a dit, le quoi qu'il en coûte, nouveau genre va continuer. Et en termes de déficit budgétaire et d'endettement, est-ce qu'on peut toujours raisonnablement dire, comme le dit le gouvernement, qu'on va essayer en 2027 de rentrer dans les clous? C'est sûr que l'horizon 2027 est plus difficile à prévoir. Il y a pas mal de choses qui peuvent se passer d'ici là. Et ça ne va pas être un long fleuve tranquille, on le voit bien. Donc là, ce que fait le gouvernement, c'est absorber une partie du choc. On peut voir l'aspect positif. Encore une fois, l'inflation, certes, est élevée en France, mais elle ne s'installe pas à des niveaux très élevés de type 8% comme en zone euro. Donc c'est une sorte de capital que le gouvernement a acheté. Il l'a acheté cher, ça c'est sûr que ça coûte cher au budget, entre en particulier les gels de prix, le bouclier tarifaire. Il y a aussi... 25 milliards jusqu'à présent, mais ça sera sans doute plus avec le nouveau projet de loi. Peut-être, ça va dépendre encore une fois de l'augmentation des prix du pétrole et des prix alimentaires. Et puis il y a aussi tout ce qui est fait en termes de chèque inflation, chèque alimentaire, etc. Est-ce qu'on a les moyens, vu notre endettement, 114% du PIB, vu les taux d'intérêt qui montent, est-ce qu'on a les moyens beaucoup disent, certains économistes disent, en octobre, on va cibler la fin de partie et on va faire la rigueur.
Non, je pense que c'est quand même une stratégie qui est valable parce que si on ne fait pas ça, je pense que la récession, l'impact sur le pouvoir d'achat sera encore plus important. C'est-à-dire que le choc de demande qu'on voit déjà, puisque c'est la consommation. Mais on peut se le permettre budgétairement ? Oui, je pense qu'on peut se le permettre. Les taux d'intérêt, certes, augmentent, mais en termes réels, je vous rappelle qu'ils restent négatifs. Et puis l'inflation, ça a aussi tendance à diminuer le poids réel de la dette, puisque le ratio qui nous intéresse pour la soutenabilité, c'est dette sur PIB, et c'est le PIB nominal qui compte. Donc, dans les une recettes vont augmenter d'une certaine manière. On sait bien que l'inflation rogne un petit peu le poids réel de la dette. Voilà. Bon. Alors, sauf sur la partie des paiements d'intérêt qui sont indexés sur l'inflation, c'est à peu près 10% de la dette publique française. Donc ça coûte cher, en effet. Bon, voilà, les dettes vont être effacées par l'inflation, c'est un des scénarios qui était prévu. C'est ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. Donc historiquement, c'est vrai que l'inflation a plutôt tendance à réduire la dette. Merci Philippe Martin, président délégué du Conseil d'analyse économique, d'avoir décrypté pour nous ces mauvais chiffres de la conjoncture.